Grand merci. Pour ceux qui me découvrent avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je m'appelle Fabrice Menlo. Du coup, je suis un acheteur passionné, invétéré et un peu expérimenté, puisque ça fait quelques années que je fais ça. Et depuis maintenant quelques mois, je suis rentré dans une nouvelle partie de mon activité professionnelle, puisque j'ai cédé mon entreprise Crop & Co. Et maintenant, je m'occupe à plein temps, ou quasiment, en tous les cas à plein du temps professionnel, de mon blog Apprendre les achats et de ma chaîne YouTube. Donc, du coup, je prends un plaisir dingue. Voilà, c'est un métier un petit peu différent de celui de consultant, mais qui est très intéressant. C'est un métier de transmission. En tout cas, c'est un métier. C'est plus une activité qu'un métier. Pas très rémunérateur, mais on s'en moque. C'est plutôt un métier où je partage beaucoup avec vous tous sur tout ce que j'apprends tous les jours du métier et tout ce que également vous m'apprenez, tout ce qu'on peut partager tous ensemble. C'est ce qu'on va faire ce matin. Donc, apprendre les achats. Pour ceux qui ne seraient pas inscrits à la newsletter, c'est le moment de le faire. Si vous êtes inscrit au webinaire, de fait, vous serez inscrit à la newsletter, mais à tout moment, vous pouvez vous désabonner. Pas de stress, je vous oblige à rien. Et puis, la chaîne YouTube, vous êtes près de 3000, ça c'est vraiment extra. Passionnés du métier, où on partage des vidéos, des replays, comme ce qui va se passer ce matin. Alors, comment ça va se passer pour ceux qui nous retrouvent pour la première fois? Vous avez dans le chat la possibilité d'écrire ce que vous avez fait. Ah, Alain et Lyonnais, super, salut Alain. Et là, du coup, vous allez pouvoir réagir entre vous. Pour info, surtout quand je suis un peu en animateur, ce qui va être le cas aujourd'hui, je ne regarde pas trop ce qui se passe durant le webinaire, ça va très vite. Et le chat, c'est compliqué pour moi de suivre toutes vos discussions. Et je vous dis ça pourquoi? Parce que à côté du chat, vous avez un onglet questions. Celui-ci, il m'intéresse parce que là, pour le coup, j'ai branché mes notifications et si vous posez des questions pendant le webinaire, du coup, je peux aller les regarder et puis du coup, je peux les poser notamment à mes invités. C'est souvent des questions pour les invités. Donc ça, c'est intéressant. Donc s'il y a quelque chose que vous souhaitez savoir, pour qu'on ait quand même cette dimension un peu interactive, qu'on n'a pas toujours quand on est face à un écran, et bien du coup, vous posez la question dans l'onglet questions. Moi, je la vois arriver. Hop, je vais chercher mes invités et on répond à la question. Donc ça, c'est pour le chat et les questions. Deuxième sujet, le replay. On va poser la question donc très vite. J'y réponds tout de suite. Oui, il y aura un replay à cette séance dans quelques jours, parce que vous savez que j'aime bien à la fois diffuser le replay dans son intégralité, mais également diffuser ma synthèse, mes faits marquants, ce que j'ai trouvé le plus intéressant sur un format vidéo plus court, pour que ça soit aussi un petit peu plus digeste. Généralement, le replay, il fait environ 1 heure. Donc, du coup, c'est dans quelques jours. Alors, aujourd'hui, il faut que je vous dise juste une chose. Et pardon, mais c'est la beauté du live. J'attends juste un livreur. Donc, pendant 1 seconde, je vais aller ouvrir une porte, récupérer un colis et refermer. Si jamais il vient, on me l'a annoncé entre 11h et midi. Vous voyez, c'est drôlement cool. C'est juste pendant l'heure du webinaire. Allez, vous savez tout de ma vie perso. On va parler recrutement. Recrutement des acheteurs. Alors, pourquoi on va parler de ce sujet? Parce que j'ai senti que c'était un thème d'intérêt pour vous tous. Côté acheteur, qui vous êtes beaucoup à me regarder aujourd'hui, ces acheteurs, et vous le savez, ils se posent plein de questions sur le job de rêve, dans l'entreprise de rêve, avec des collègues de rêve, etc. Donc les acheteurs, j'ai le sentiment, sont devenus souvent un peu plus exigeants, mais peut-être que c'est bien aussi. On va en parler avec les recruteurs qui, eux, les rencontrent tous les jours. Donc du coup, ces acheteurs dont vous êtes, qu'est-ce qu'ils attendent, comment ils bougent, comment ils se professionnalisent. Et puis, côté entreprise, que moi aussi je rencontre tous les jours, et qui me disent, mais on n'arrive plus à recruter, c'est compliqué. Et puis, quand bien même on arrive à les recruter, quelquefois on a un peu de mal à les garder, à les fidéliser. Ça aussi, ça a un peu changé. Donc, c'est de tout ça dont on va parler aujourd'hui pour ce webinaire que je qualifierais d'exceptionnel. Voilà, c'est un webinaire exceptionnel qu'on va vivre ensemble. Et du coup, comme c'est un webinaire exceptionnel, il m'a fallu que j'ai des invités exceptionnels. Et donc, du coup, je vais les inviter maintenant à me rejoindre et on va, tous se retrouver. Alors, tac, je vais aller dans les participants du webinaire et je vais chercher qui puisse me rejoindre. Gabriel, comment vas-tu? Ça va très bien, Fabrice, et toi?
Ah, super. Ben, je suis très heureux déjà de te voir et aussi Moi que tu aussi. sois avec nous ce matin parce que je sais qu'on va forcément passer un bon moment. Je termine mes petites invitations. Voilà, parce que du coup, on sera quatre. C'est pas souvent qu'on fait des webinaires à quatre, mais là, je me suis dit que ce soit Muriel, Aria et Benjamin, ils avaient tous les trois des expériences, des regards assez complémentaires. Et je me dis que c'était important de les écouter. Hello Benjamin, comment ça va? Bonjour Fabrice, bonjour à tous, bonjour Muriel. Bonjour Benjamin. Benjamin est le Lyonnais de l'équipe, Muriel la Bordelaise. Moi, je suis plutôt le Stéphanois, vous le savez. Donc là, on est prêt pour un webinaire de foot. Voilà, il nous manque un anglais, mais ça, on va pas aller le chercher, Muriel. Et puis, alors, Aria, j'essaye. Alors, du coup, ce qu'on va faire, je vous ai dit 3 invités pour ce webinaire. Je vais peut-être leur donner la parole tout de suite pour qu'ils puissent se présenter. Et puis après, on rentrera dans ce qui va se passer. Allez, Muriel, à toi l'honneur. Quelques mots pour que tout le monde te connaisse. J'ai oublié de dire, vous êtes 169. Il y a encore une inscription ce matin à être inscrit. Et là, en live, vous êtes déjà près d'une 60aine. Donc, du coup, on va avoir du monde ce matin. Muriel, c'est à toi. Ok, bonjour à tous. Je suis très contente d'être là aujourd'hui, grâce à Fabrice qui fait ça toujours très très bien. Donc, on le remercie dès le début. Alors, je me présente très très brièvement. J'ai travaillé dans les achats pour 2 grandes entreprises qui sont Airbus et IBM. J'ai ensuite été dans de plus petites structures dans le conseil aux achats. Et j'ai créé, il y a plus de 20 ans maintenant, ma propre structure qui s'appelle Charisma, qui est un cabinet de chasseurs de tête. Voilà, spécialisé uniquement dans les achats. Super. Alors ça, c'est laser. Pour bien connaître Muriel, elle aurait plein d'autres choses à vous dire, mais elle a respecté la première consigne synthétique pour démarrer. Benjamin, c'est à toi. Merci Fabrice, je vais essayer d'être tout autant que Muriel l'a été. Alors moi, je suis donc Benjamin Dargaud, le dirigeant fondateur de Coefficience, qui est un cabinet de recrutement spécialisé qui intervient donc sur l'ensemble du territoire national, une petite quinzaine de collaborateurs. Nous intervenons sur 2 strates, une strate d'exécutive et une strate de middle management. Alors moi, je suis effectivement, tout comme Muriel, extrêmement content d'être avec vous aujourd'hui pour croiser vraiment 2 univers qui, à mon sens, ont beaucoup à s'apporter, les achats et le recrutement. Chez Coefficience, nous, en fait, on accompagne quotidiennement des entreprises donc, à non pas trouver le bon CV, mais plutôt trouver les bons leviers pour faire grandir les équipes. Et donc, la fonction achat aujourd'hui, qui est en pleine transformation, mérite justement ce matin qu'on prenne un petit peu de temps pour apprendre à bien recruter. Et donc, c'est pourquoi j'ai accepté cette invitation, Fabrice. Super. Et alors, Aria, qui a un sens du timing extraordinaire, bing, arrive tout de suite. Bonjour Aria, avec son grand sourire. Alors, c'est à toi de te présenter maintenant. Bonjour à toutes et à tous. Merci Fabrice pour l'invitation à ce webinaire. Donc, je suis Aria Ballo et je viens du terrain puisque j'ai pratiqué les achats pendant une dizaine d'années avant de devenir consultante indépendante. J'ai pratiqué encore là quelques années les achats en tant qu'opérationnelle auprès de grands comptes. Et aujourd'hui, je suis directrice de Procuralis. Procuralis qui est donc une entité du groupe Buy Made Easy Consulting. Nous sommes basés à Lyon et je suis moi-même géographiquement située à Bordeaux. Ah, bon, 2 Lyonnais, 2 Bordelais. Waouh, Benjamin, faut qu'on soit à la hauteur. Sans costaud là. Hein. Bon, alors, moi j'ai donné comme cahier des charges à mes invités qui prennent du plaisir. On est là pour passer un bon moment. On est là aussi pour essayer de dire les choses sans trop de filtres, puisque du coup on est un petit peu entre nous, la porte est fermée. Et puis on est là, bien sûr, pour essayer de vous donner quelques pistes et quelques idées. On va démarrer tout de suite. Juste, c'est à peu près 1 heure le timing. On sait que voilà, midi et quart, ça sera l'heure de fin. On va essayer donc de tenir dans ce timing. Et puis, on est face à un public exigeant et attentif, puisque gentiment, l'ami Franck me disait qu'il y a déjà eu un webinaire à 4. Puisque le dernier qu'on avait fait sur l'exécution dans les marchés publics, en effet, j'avais fait notamment monter Franck et également un acheteur de la ville de Grenoble-sur-Seine. Donc, on était déjà 4. Ok, Franck,
Ça va, c'est pas la première fois, mais c'est pas souvent qu'on en fait à 4. Allez, on est parti. Recrutement, il y a des premières questions. Je vais vite regarder la première question. Voilà, ils sont chauds, hein. Je veux dire, il va falloir qu'on soit bon. Alain qui pose la toute première, on a à peine démarré, qui nous dit, peut-on dire que l'acheteur est le miroir du commercial? Donc pourquoi pas recruter un commercial? Tiens, on démarre tout de suite cette question. Muriel, qu'est-ce que tu en penses? Tu recrutes un acheteur, je t'envoie mon CV de commercial. Qu'est-ce que tu dirais? C'est une question piège, ça. Je pense que c'est pas tout à fait pareil. C'est le miroir, effectivement, mais les achats nécessitent des compétences. Alors, c'est très bien d'avoir eu un acheteur qui a déjà fait du commerce, qui a déjà fait de la vente, parce que du coup, il va comprendre comment les gens en face de lui fonctionnent. Donc, c'est un atout supplémentaire si la personne a été vendeur. Mais est-ce qu'on peut directement placer un vendeur dans les achats? Je ne sais pas. Chaque cas est particulier, donc je ne vais pas être trop directe, mais je pense que les achats, ça demande quand même beaucoup de compétences. C'est un processus, c'est la compréhension des besoins des clients internes. Ça demande justement aussi le fait de chercher ses besoins sur le marché, donc la gestion des fournisseurs, intégrer les fournisseurs dans l'innovation le plus possible, trouver des fournisseurs qui vont être secure, qui vont nous délivrer les marchandises à temps. Ça va. Peut-être j'ai oublié, la première chose, c'est de faire une carte de l'existant, voir où sont nos achats importants avec la règle des 20-80. Donc, tout ça, c'est de l'analyse qui est propre aux achats. C'est pas aussi évident, c'est ça qu'on va se dire. Oui, et en effet, alors, on va se donner comme règle tous les trois. L'idée, c'est que sur chaque question, je vais pas aller vous chercher tous les trois, sinon on va faire 2 questions. Donc, on piochera un peu, que chacun puisse s'exprimer. Juste termine, et puis on va démarrer tout de suite par ce qu'on avait un petit peu préparé, parce que du coup, là, j'ai envoyé un ballon à Muriel, comme ça, bing, direct, on s'était pas échauffé, pour dire quand même que je suis pas, moi, je suis assez partagé sur l'idée que l'acheteur et le commercial sont des fonctions miroirs, pour la simple raison, c'est que l'acheteur, il achète tout le temps, des fois bien, des fois mal. Le commercial, il vend pas tout le temps. Et rien que ça change la vie de ce qu'est un commercial et de ce qu'est un acheteur. Après, bien sûr, il y a plein de choses dans les métiers de l'acheteur et du commercial qui peuvent se retrouver, mais c'est quand même bien 2 fonctions différentes. Et je pense que quand les gens recrutent des commerciaux, ils recrutent plutôt des commerciaux, mais on sait que Benjamin, il nous donnera son avis. Allez, on va démarrer tout de suite, et merci à Patrick qui pose la bonne question. Avant qu'on démarre par des questions très concrètes, est-ce qu'on pourrait parler un petit peu du marché de l'emploi dans le domaine des achats? Moi, j'aimerais que vous me parliez un petit peu tous les trois de qu'est-ce que vous voyez en 2025, qu'est-ce qui se passe côté entreprise, et on parlera côté candidat aujourd'hui. Est-ce que le marché est dynamique? Est-ce qu'on est dans quelle tendance? Quel type de profil on recrute? Allez, on ouvre un peu le sujet. La photo, votre photo du marché de l'emploi et du recrutement, puisque c'est le thème des achats. Qui est-ce qui veut démarrer? Comme vous voulez. Écoutez, moi, je peux démarrer. Allez, une petite photographie rapide. Donc, c'est vrai que ce que l'on constate actuellement, c'est donc un point d'inflexion en fait qui s'est amorcé en fait en 2023. C'est vrai qu'on sort de 2 années qui ont été particulièrement euphoriques. On parle de 2021-2022 avec une augmentation très forte du nombre de recrutements au sein des entreprises. Et depuis 2023, là, on a une décroissance. On va plutôt parler de réajustement. On parle un petit peu de crise du recrutement en ce moment. Je n'irai pas jusque-là. Je parlerai plutôt effectivement de réajustement en fait sur un marché dit plutôt normal. On a quand même perdu en 2 années, entre 2023 et 2025, près de 20% de baisse cumulée en fait du nombre de postes à pourvoir. Je ne parle pas aux achats, hein, je parle là vraiment d'une façon très globale déjà pour qu'on ait aussi un aperçu de la situation. Plein de conjonctions de facteurs qui se croisent dans un même temps, donc une période assez inédite pour nous, des contextes géopolitiques, des contextes politiques en France, des tensions également donc économiques à travers les grandes puissances, et tout ça crée beaucoup d'incertitudes, d'attentisme et donc un gel croissant du nombre d'embauches. Le métier des achats reste en tout cas pour nous un métier plutôt dynamique puisqu'il fait partie du top 25 des métiers qui sera le plus recruté en 2025. Et malgré le fait, effectivement, qu'on ait une baisse quand même du nombre d'emplois à pourvoir dans la fonction, malgré tout, il y a un vrai paradoxe puisqu'on est sur un marché de l'emploi achat qui reste quand même sous tension.
où globalement 84% des entreprises nous disent qu'elles ont encore de grandes difficultés à recruter sur cette fonction-là. Aria, du coup, qu'est-ce que tu vois, toi, de ton côté, sur le côté candidat, du coup, puisque il est important ce ratio, 84% des entreprises disent qu'elles ont du mal à recruter, et du coup, pourquoi on ne les trouve pas, ces acheteurs aujourd'hui? Ils sont formés en quantité, voilà, qu'est-ce qui fait que c'est compliqué? Est-ce que c'est les candidats qui sont plus exigeants peut-être, ou tout simplement qui ne trouvent pas ce que veulent proposer les entreprises? Une différence? Comment tu vois ça, avant que je donne la parole à Muriel ensuite? Alors, déjà, pour reprendre les chiffres de Benjamin, je suis absolument, entièrement d'accord, hein. Et si je pouvais apporter une bonne nouvelle quand même côté achat, côté candidat, ce qu'on observe en termes de chiffres, c'est que 87% des professionnels achats aujourd'hui se considèrent heureux au travail. Donc, c'est un métier qui attire encore des vocations. Ensuite, si on rentre un petit peu plus loin dans les tendances côté candidat, il y a beaucoup de jeunes qui sortent de l'école et qui recherchent actuellement une première embauche, notamment. Et nous qui travaillons justement sur les sujets aussi de recrutement, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, recrutement, conseil et formation, j'ai beaucoup de candidats qui m'approchent avec cette difficulté de se positionner sur le marché de l'emploi lorsqu'on est débutant aujourd'hui, que ce soit des acheteurs juniors ou des embauches du type stage ou alternance. Maintenant, côté plus cadre déjà expérimenté, bah là, on a deux tendances. On a des candidats qui vont rechercher des postes plutôt en freelance, d'autres en CDI, en fonction de l'évolution aussi de la carrière professionnelle où la personne se trouve dans sa carrière professionnelle, mais également de l'évolution de sa vie personnelle, parce que souvent, ça peut être des accidents de la vie, des accidents de travail, mais également la construction de la vie personnelle d'un candidat qui peut nécessiter un changement non pas de profession, mais de la manière de travailler. Je suis salarié et je veux devenir consultant parce que je vais chercher de la flexibilité sur mon emploi du temps. Du coup, aussi une difficulté d'adéquation. Muriel, tu le vois aussi, ça, cette difficulté? Est-ce que les entreprises avec lesquelles tu échanges et tu travailles, est-ce que c'est compliqué de recruter des acheteurs aujourd'hui? Non, nous, ce n'est pas compliqué. On a un réseau qui est très puissant et de qualité. Et on a les outils pour les trouver. Donc, en fait, nous, on est sollicités pour trouver des acheteurs très expérimentés en général. Ça peut être moins expérimenté, mais en général, on nous fait appel on dit chasseur de tête, c'est justement parce que c'est pour des postes très stratégiques, pas forcément très expérimentés, mais en tout cas très stratégiques par les familles d'achat concernées. Et donc, nous, on a des besoins. Nous, on a beaucoup de clients en ce moment dans les secteurs qui recrutent, qui sont l'industrie, la tech, les services. Il y a des postes dans le marketing, des choses qui sont compliquées et qui sont stratégiques. Donc, ça peut être. Ça veut dire que tu as des postes, mais de l'autre côté, tu as les candidats pour ces postes? Oui. Les candidats, pour nous, c'est vraiment pas un problème. D'accord. Les candidats, on les trouve. Okay. On n'a pas cette difficulté de trouver parce que ça va être notre réseau et on n'a pas cette difficulté. D'accord. Bon, mais ça dépend aussi peut-être des profils d'entreprise. Hein. On n'en a pas parlé parce qu'on n'a pas trop le temps. Peut-être qu'il y a aussi des dimensions plus la taille des entreprises, de ce qu'elles peuvent proposer, leur secteur d'activité, c'est clair, leur localisation. Hein, peut-être aussi que. C'est facile, hein. C'est bien pour ça qu'on vient nous chercher, c'est parce que c'est difficile de les trouver. Ouais. Mais on a une façon de chercher qui fait qu'on les trouve. D'accord, super. Et d'ailleurs, pour rebondir sur ce que disait Muriel, c'est très vrai d'ailleurs. En fait, globalement, on ne manque pas forcément de candidats. Le plus dur aujourd'hui est convaincre. Parce qu'il y a une forme de frilosité, on sait ce qu'on perd, on ne sait pas franchement gagner dans un contexte aussi un peu particulier. Ah, ton micro, on n'a pas eu tout, on n'a pas eu tous les mots, Benjamin.
Est-ce que c'est revenu? Ah, ça va mieux, ouais. Pardon, excusez-moi. Oui, comme je vous disais, effectivement, on a des candidats qui restent très attentifs, très exigeants et qui ont une facilité à se faire racheter par leurs employeurs. Donc, ils ont un peu le nez à la fenêtre, mais vraiment difficile à convaincre aujourd'hui. Ils ne sont pas si motivés que ça à vouloir partir. Est-ce que du coup, alors, j'ai plein de questions. On va regarder quelques-unes. Allez, tiens, une question intéressante, parce que celle-ci, moi, je l'ai aussi de temps en temps, notamment avec les clients, les entreprises avec qui je travaille. Est-ce que c'est plus compliqué de recruter un acheteur dans le secteur public ou dans le secteur privé, si tant est qu'on puisse un peu comme ça faire un exemple? Allez, qui est-ce qui veut se lancer? Moi, je veux bien parce qu'on a une expérience il n'y a pas longtemps. Et le public, c'est compliqué à cause des salaires. Et donc, il faut qu'on trouve des gens qui sont prêts à vouloir moins gagner parce qu'ils accordent beaucoup d'importance à leur vie privée. Et donc, ça compense. Le fait que ça soit moins peut-être stressant, moins presse citron, voilà, ils s'y retrouvent. Ouais. Comme ça. Alors, je suis parfaitement d'accord. Si je peux juste rapidement, oui, on peut recruter un acheteur dans l'univers public, mais en effet, surtout s'il vient du privé, pour le coup, il faut tout de suite se dire qu'au niveau salaire, il va y avoir une question. C'est quasiment sûr d'avance. On va avoir un niveau d'écart. Voilà. Après, moi, je vois deux motivations. En effet, ce que tu expliques, des gens qui ont des logiques d'équilibre vie privée, vie pro. Et souvent, je dis attention, certains se trompent. Je vous encourage à aller être acheteur dans une collectivité publique ou dans un hôpital pour voir si on ne se prend pas de la pression. Et voilà, on n'est pas à la cool dans les achats publics. Je voudrais qu'on enlève cette idée-là. Mais on peut être dans des univers un peu différents, c'est sûr. Et deuxièmement, je pense que pour certains, et j'en ai vu quelques-uns, ça fait aussi du sens, vous savez, d'aller travailler dans une organisation publique, dans un service public, dans un hôpital. Donc, du coup, on peut trouver ça. Mais le point dur, c'est le point du salaire. Et ça, je pense qu'il ne faut pas le négliger. Allez, je prends une ou deux autres questions, comme ça nous aide à faire un peu. On est toujours dans cette partie du webinaire sur c'est quoi un petit peu l'état de l'art en 2025. On a prévu ensuite de vous donner quelques pistes dans des logiques de recrutement. Alors après, on ne pourra pas traiter tous les cas individuels. Je commence à voir arriver des questions. Alors, Benoît, il nous dit, étant diplômé d'un master en école de commerce, IFAG, et avec 15 ans d'expérience en tant que commercial, faut-il impérativement être détenteur d'une certification spécialisée dans les achats si je veux me donner les chances d'être recruté? En clair, la question c'est, aujourd'hui, est-ce qu'on peut être acheteur si on n'est pas formé au métier achat, et après, comment on est formé? Qui veut répondre à la question? Je peux me lancer parce que... question, en me disant, Fabrice, j'ai fait des achats, j'arrive pas à trouver, est-ce qu'il faut être formé? Allez, Muriel. Vas-y, Aria. Aria. Je vais répondre à la question parce que c'est un de nos sujets, justement, aussi bien sur le plan de la formation que des échanges que je peux avoir avec des profils non acheteurs et qui sont appelés par les sirènes du métier des achats aujourd'hui. Et assez étonnamment, j'ai beaucoup de commerciaux qui généralement se sentent une légitimité à briguer le métier des achats parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, on se dit c'est un métier à miroir. Mais toutefois, ce qu'il faut garder en tête quand même, c'est que le métier des achats, depuis bien une quinzaine d'années, peut-être un peu plus, c'est fortement professionnalisé. Qui dit professionnalisation dit que de l'autre côté de la barrière aussi, côté plutôt manager et recruteur, on va avoir des recruteurs qui sont au fait de ça et qui vont vouloir travailler finalement avec des profils qui sont formés. Et ça va aller beaucoup plus loin. L'écueil, c'est que parfois, je peux avoir face à moi des entreprises en fait qui vont demander carrément d'avoir un certain diplôme. Évidemment, ce n'est pas la logique qu'il faut avoir lorsqu'on est face à un besoin de recrutement. Il faut aller chercher des compétences et non pas nécessairement un diplôme. Nous, ce qu'on propose aujourd'hui chez Procuralis, c'est justement d'accompagner ces profils non acheteurs à pouvoir se former et finalement acquérir les savoirs et les compétences pour, en toute légitimité, briguer le métier des achats. Ok, je pense que c'est important, c'est qu'on est sur un métier dont on dit souvent qu'il est stratégique. Des fois,
on en exagère un peu la stratégie, mais en tous les cas qu'il est très important. Et en effet, eh ben, je pense qu'il faut avoir les bases, les fondamentaux de la formation. Après, il y a plusieurs chemins pour se former, mais du coup, je crois qu'il faut s'enlever l'idée que parce que j'ai été un bon commercial, je vais pouvoir être recruté comme acheteur. Si une entreprise recrute un contrôleur de gestion, il aura forcément une expérience, une formation sur le contrôle de gestion. C'est la même chose en production, c'est la même chose en supply, c'est la même chose, voilà. Et aux achats, c'est la même chose. Donc, enlevez-vous de l'idée que, voilà, j'aime bien discuter, donc je veux être acheteur. Ok, super. Ça, c'est génial et ça va bien. Et comme dit Aria, il y a des sirènes. Eh bien, il faut te former. C'est important de disposer des... Et il y a plein, on a la chance d'être en France, il y a une offre de formation extraordinaire. Formation initiale, formation continue, formation courte, formation longue, il y a même des logiques d'équivalence, etc. Donc franchement, je pense que c'est une clé importante. D'autant plus que pour rajouter un élément aussi, Benjamin. Fabrice, la fonction est en pleine transformation et évoluant en fait d'une façon rapide. Donc non seulement il faut se former, mais également lorsqu'on occupe déjà la fonction, il faut sans cesse aussi acquérir de nouvelles compétences et d'où l'intérêt finalement en fait de s'appuyer de plus en plus, mais ça c'est un sujet sur lequel on reviendra, sur des compétences comportementales justement, oui. Pour pouvoir acquérir les bonnes compétences. Ça me permet de glisser au passage l'extrême importance de faire attention à vous et de vous former tout au long de votre vie, que ce soit sur les achats, sur d'autres sujets, sur le jardinage, sur tout ce que vous voulez. Formez-vous, apprenez, c'est génial pour le cerveau et en plus, ben, on reste employable, hein, comme vont nous parler ces trois recruteurs. Avant de redonner la parole à Muriel, une remarque de Hervé que je salue. Le Marseillais Hervé qui a dû passer un bon week-end. Il sait de quoi je parle. Je le remercie pour Saint-Étienne. Il nous dit, alors Hervé, compliqué de passer en effet, et lui il sait de quoi il parle, du privé au public, le stress de l'achat public, respect du code, et puis dans le public aussi des fois, pour certains, on a cette proximité avec la notion de juriste, hein, et donc du coup, ça fait quand même beaucoup de choses. Donc, il faut vraiment, faut avoir conscience de ça, mais on en a parlé. Muriel, on parle un petit peu des soft skills dont parlait Benjamin. C'est un sujet dont on entend beaucoup parler dans d'autres métiers, hein, après les compétences techniques. Qu'est-ce qu'on se dit sur ces soft skills? Est-ce qu'elles restent toujours aussi importantes quand vous, les recruteurs, vous recrutez? C'est quelque chose que vous allez chercher? Comment vous appréhendez tout ça? Les soft skills, c'est vraiment... Bon, bien sûr, on va d'abord regarder le CV. Est-ce que déjà, définis-nous, pardon pour la question, mais pour tous ceux qui nous écoutent, c'est quoi les soft skills? Ok, alors à l'inverse des hard skills, qui sont les compétences métiers dont j'allais parler, qui sont sur un CV qu'on voit bien, qui sont tangibles, le nombre d'années d'expérience, les langues, les outils informatiques qu'on maîtrise, etc. Ça, c'est les hard skills, c'est du tangible. Alors que les soft, c'est beaucoup moins facile à appréhender. C'est la personnalité, c'est la façon d'être. Et ça, comment on décrit cet ensemble, c'est quelque chose de compliqué. Mais en même temps, quand vous avez quelqu'un en ligne ou en Teams ou de manière physique, tout le monde peut dire qu'au bout de quelques secondes, on sait si cette personne, elle a un certain charisme ou non, elle a un certain leadership ou non, elle s'exprime bien ou non, elle donne envie ou non, elle est attractive ou non, elle est dynamique ou non. Ça, c'est la personnalité. Et donc, c'est quelque chose qu'on peut… Alors que je suis expert, enfin, j'ai l'habitude maintenant, je comprends qu'elles sont… C'est lié aussi au potentiel. La personne qui est capable, quand elle parle, de prendre un certain recul, d'avoir la big picture, comme dit quelqu'un que je connais très bien. Ça aussi, c'est pas donné à tout le monde. Et ça, c'est des capacités d'analyse, c'est une capacité à être synthétique aussi. Donc là, tout ça, c'est des soft skills. Et pour les achats, c'est vraiment la base. La base, c'est le relationnel. Être capable de bien parler avec tout le monde, de s'entendre avec tout le monde, d'être assertif, c'est-à-dire de ne pas avoir un sentiment d'être supérieur aux autres, de parler sur le même niveau en étant convaincant. De convaincre, ça c'est vraiment très important aux achats aussi. Et donc aux achats, on attend des gens qui vont avoir une personnalité de façon à embarquer toutes les parties prenantes dans les projets, de booster les gens, d'être positifs,
et d'expliquer où on va, d'expliquer le chemin, de montrer la vision. Et là, on parle de manager, de bon manager. Et voilà, je pense que après, il y a des soft skills, il y en a plein. Il y a la curiosité, il y a la ténacité, il y a, oui, tout ça, c'est très la volonté, la capacité d'être un agent du changement. Il y en a beaucoup. Benjamin, sur ce sujet de ces approches comportementales des candidats que vous recevez, que vous écoutez, est-ce que tu as vu des choses aussi évoluer ces dernières années avec cette montée en puissance de cette dimension comportementale, là où avant, en effet, on s'intéressait beaucoup uniquement aux notions je pense que la RSE, elle a joué là-dedans aussi, parce que ces responsabilités sociales, il y a la notion aussi d'inclusivité. Vous voyez bien que ça, c'est très important dans les entreprises. Il y a la notion de bien-être au travail, tout ça. Donc, on attend que les managers soient compréhensifs, collaboratifs, montrent la vision, encore une fois, mettent une bonne ambiance et donnent envie et soient attractifs. Donc, tout ça, c'est quelque chose je remarque dans les grandes entreprises, les gens, ils prennent vraiment ça à cœur. Et pour des postes stratégiques comme ceux sur lesquels on travaille, les gens veulent vraiment, ça revient tout le temps de nos clients, on veut des gens qui soient capables d'embarquer. Et parfois, les gens qui échouent aux entretiens, c'est parce que justement, ils n'ont pas démontré leur capacité à embarquer, à fédérer, à booster les équipes. Et c'est pour ça que c'est essentiel. Pour rebondir justement sur ce que disait Muriel, nous c'est une question qui est absolument prépondérante, et c'est vrai qu'aujourd'hui les soft skills ont pris vraiment en fait une place centrale dans, je dirais, la réussite d'une mission. Pourquoi ? Parce qu'on fait de plus en plus, en fait, on parle d'obsolescence un peu rapide et programmée finalement des compétences techniques. Aujourd'hui, les technologies en fait évoluent donc extrêmement rapidement, et en fait la seule manière de pouvoir en fait je dirais acquérir ces nouvelles compétences et ces nouvelles technologies, c'est de s'appuyer justement de ce qui est un peu immuable, ce sont nos compétences comportementales qui vont nous permettre d'apprendre sans cesse, en tout cas, des nouveaux process, des nouvelles manières de fonctionner. Moi, un élément qui me paraît d'abord assez central, c'est que depuis le début, effectivement, on parle de recrutement dans les achats. Moi, j'ai un paradoxe en fait qui m'étonne depuis maintenant bien des années, c'est-à-dire que 100% des opérationnels aujourd'hui sont impliqués dans un processus de recrutement. Je serais assez curieux, si on devait interroger tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, de savoir déjà combien ont été formés au recrutement. On parlait tout à l'heure, et Fabrice, tu l'as souligné, en fait, de se former en permanence. On se forme à tout un tas de choses. Effectivement, on se forme aux achats, on se forme parfois, dans le meilleur des cas, au management. Mais combien parmi ceux qui nous écoutent ont suivi une véritable formation au recrutement pour pouvoir évaluer justement de façon neutre et objective, sans biais, ces fameuses compétences comportementales, de pouvoir effectivement de façon très neutre évaluer effectivement un candidat sans être discriminant, en lui offrant une expérience candidat la plus profitable et la plus optimale pour engager le collaborateur. Ça, c'est une question que je me pose et que je serais effectivement curieux aussi de poser à l'ensemble de notre auditoire. Voilà. En tout cas, pour nous, oui, c'est assez central. Et malheureusement, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que quand on est face à une contraction de marché, quand on a peur de se tromper dans ses recrutements, eh bien, le premier réflexe, c'est de rétro-pédaler. On a développé, nous, pendant des années, l'idée de pouvoir, je dirais, donc, s'appuyer des compétences comportementales pour sélectionner des candidats. Et face aujourd'hui au stress du marché, on a peur de se tromper. Pourquoi ? Parce qu'une erreur de casting, on l'évalue à peu près à un an et demi de salaire en coût pour l'entreprise. Et donc, de fait, bien, les entreprises veulent se rassurer. Donc, ce qu'elles font, c'est que, eh bien, elles reviennent à des fondamentaux. C'est le CV, cherchent à recruter le clone de la personne qui est partie, le profil qu'on idéalise, donc qui par définition n'existe pas, le fameux mouton à 5 pattes. Et on arrive à tout un tas d'absurdités à travers justement ces actions de recrutement. Donc, alors, du coup, là, c'est pour vous montrer quand même la puissance de ce webinaire. Je vous avais dit, il est exceptionnel. Benjamin, il nous dit qu'il
qu'il aimerait bien avoir une idée du sondage. Paf, le sondage est en ligne, Benjamin. Tu vas avoir ton chiffre. Avez-vous été formé au recrutement? C'est parti. Je vous laisse répondre. Pour l'instant, je crois que Benjamin, on est quand même sur quelque chose qui est assez exceptionnel. On est à il y en a un qui a été formé au recrutement. Donc, du coup, on va avoir une idée. Aria, du coup, je regarde un peu les questions. Il y a beaucoup de questions. Juste un petit mot. Pour ceux d'entre vous qui ont recruté des acheteurs publics et privés, alors attendez, parce que du coup, il me pose plein de questions. J'en avais vu une tout à l'heure de Franck. Y a-t-il plus de candidats en moyenne qui postulent sur un recrutement d'acheteurs privés que sur un recrutement d'acheteurs publics? Est-ce qu'on a des données? C'est compliqué, parce qu'il faudrait faire ça dépend des postes. Il y a tellement de choses qui peuvent impacter le nombre de réponses. J'imagine que même pour vous, sur un même secteur, ça dépend comment est rédigé, etc. Mais vous avez des chiffres là-dessus? Je ne sais pas si c'est possible de répondre. Alors moi, je vais répondre sur la partie publique, mais je n'ai pas forcément de retour sur cette comparaison nombre de candidatures sur des profils publics versus privés. Mais je vais remettre ça un peu à la lumière de ce dont on vient de parler sur les soft skills. Et pour compléter et ajouter à ce que disaient Benjamin et Muriel tout à l'heure, je dirais que les hard skills, pour moi, c'est des compétences vraiment dans le dur qui peuvent s'apprendre. Ça s'apprend à l'école, ça s'apprend dans une formation. Et les soft skills, finalement, c'est des capacités, si on peut dire. Je crois que le terme est plus consacré en anglais qu'en français. Les capacités d'une personne à en fait évoluer de façon naturelle et avec aisance sur un poste. On est avec, mais ça se développe également. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Et ce que moi, je pourrais dire et ce que j'observe, c'est qu'il y a une tendance, en fait, de glissement de certains soft skills vers du hard skills. C'est-à-dire que quand une compétence soft commence à devenir une évidence et très demandée, elle devient une hard skills. Par exemple, on parle de sujets d'intelligence artificielle, Muriel a évoqué tout à l'heure les enjeux de la RSE achat. Je pense qu'il y a des sujets comme ça que certains ont pu prendre en main avec peut-être ces appétences-là. Et ensuite, finalement, c'est devenu petit à petit quelque chose qui est demandé. Maintenant, pour revenir un petit peu sur le sujet du public, puisque moi, j'ai beaucoup évolué dans les entreprises du public en termes de compétences soft skills, qui peut être une compétence hard skills dans le public, c'est la résistance aux influences. Pourquoi? Parce qu'on est amené à travailler de façon récurrente, quotidienne, comme tout acheteur privé public, avec des fournisseurs. Mais il y a ce qu'on appelle la loi Sapin, la loi Sapin 2, qui en fait dit qu'en tant qu'acheteur public, on doit se défaire, se sortir de toute situation de corruption. Et en gros, mettre dans un CV qu'on est résistant aux influences, ça peut faire mouche aussi. Ce n'est pas une compétence qui s'apprend, mais c'est quelque chose qui relève de l'évidence, en fait. Et petit à petit, quand on évolue dans le public, on apprend que voilà, il y a des formations qui existent sur ces sujets, la loi Sapin 2 et consorts. Donc, c'est un peu ce que je voulais rajouter sur cette thématique. C'est important. Alors, je sens, à l'heure où on se parle, qu'on va se faire déborder. Je vous le dis, on va gérer ça avec un peu de sourire, parce que les questions affluent et chacune d'elles mériterait tellement qu'on déploie. Ce que je vous propose, avant qu'on revienne sur le fil de ce qu'on avait un petit peu échangé quand on a préparé ce webinaire, on va aller prendre des questions. Je vous les soumets et juste essayer, si vous pouvez donner des éléments de réponse pour ceux qui nous écoutent, le plus court possible, qu'on puisse en prendre le plus possible. J'ai oublié de dire en introduction que, bien sûr, Muriel, Aria et Benjamin sont sur LinkedIn, comme vous tous. Donc, n'hésitez pas à solliciter une connexion vers eux et ensuite, éventuellement, à poursuivre avec eux si vous avez des discussions, des recrutements, tout ce que vous voulez, vous échangez avec eux. Allez, on prend des questions, on essaye tous les trois des réponses courtes. Allez, je les prends par ordre d'arrivée. Florian, niveau de maturité et de ressources étant très variable d'une entreprise à l'autre, comment évaluer la faisabilité de la fiche de poste pendant le processus de recrutement? Quels sont les red flags à repérer? Les achats sont plus exposés au burn-out que d'autres fonctions. Une réaction? Qui veut répondre? Est-ce que les achats sont plus exposés au burn-out? Est-ce qu'on se prend plus de burn-out aux achats qu'ailleurs? Non? Pas de retour.
Ouais. Je ne suis pas certain que ce soit une fonction plus exposée, non? Non, je ne suis pas sûr. Allez, on en prend une autre. Franck. Franck, Franck, c'est un homme de chiffres. Hein. Il veut savoir. Vous avez parlé des hard skills, Muriel, des soft skills. Franck, il voudrait savoir, lui, quelle est la part que représentent les soft skills par rapport aux hard skills. Est-ce que, bon, j'ai senti dans vos 3 réactions, en tous les cas, que vous donniez beaucoup d'importance à ces soft skills aujourd'hui dans les recrutements, et il nous cite, on ne peut pas ne pas le faire, Julia de Funès qui nous dit « Je préfère un pilote d'avion compétent plutôt qu'un pilote d'avion ayant un grand sens de l'humour. » J'ai envie de dire, là, on a parlé des soft skills, mais on a oublié de parler de la motivation aussi. Et je pense que c'est peut-être le moment de dire que c'est… Quand on évalue un candidat, c'est un tout. Bien sûr, c'est des hard skills, donc la compétence du pilote d'avion, ça c'est sûr. Là, on ne peut pas se louper à ce niveau-là. Mais entre 2 pilotes d'avion égaux, qu'est-ce qui va faire la différence? Enfin, égaux en termes de compétences de conduire l'avion. Ce qui va faire la différence, c'est sa façon d'être et sa motivation pour rejoindre EasyJet ou Air France ou autre, d'accord? Donc, il faut démontrer aux recruteurs qu'on veut vraiment rejoindre cette société-là et pour quelles raisons et comment on se projette dans cette société et pour quelles raisons. Et donc, c'est ça tout notre travail, c'est de faire en sorte que, en termes de culture d'entreprise, en termes de valeurs, les 2 personnes se rejoignent pour que ça coïncide. L'importance de la motivation. Question et pour reparler justement par rapport justement à ce fameux pilote d'avion et son sens de l'humour, indépendamment de ce sens de l'humour, moi ce que je vais rechercher aussi chez un pilote d'avion, c'est sa capacité à pouvoir gérer des périodes de stress, de pouvoir faire preuve d'agilité, de pouvoir anticiper aussi certaines problématiques. Et ça, ce sont des vraies compétences comportementales qu'on pourrait également rechercher chez un pilote d'avion. Sa capacité aussi à pouvoir communiquer et transmettre aussi la bonne information pour éviter le vent de panique au bord de l'appareil. On peut voir que finalement, en fait, les compétences comportementales, même pour un pilote d'avion, sont aujourd'hui essentielles. Ok, bon, puis un pilote d'avion qui a de l'humour, c'est cool aussi. Tant mieux. Voilà. On parle beaucoup, j'ai plein de questions sur la notion ces fameux profils juniors. Hein. Mathéo nous demande comment voyez-vous le recrutement de juniors, de jeunes diplômés dans les achats. L'impression de beaucoup de postes en alternance, mais assez peu pour les juniors. Aria, peut-être, et Muriel, puisque si vous avez des infos, des données, les juniors, est-ce qu'ils arrivent à trouver ce premier job là? Alors, c'est un peu plus compliqué, il faut dire. J'ai l'impression. Aria, puis Muriel. C'est un sujet sur les juniors. Moi, j'ai pas mal de juniors qui me contactent pour des recherches d'opportunités, même venant de très bonnes écoles généralement. Donc, c'est bien révélateur du fait qu'il y a une problématique aujourd'hui. Est-ce qu'elle se situe côté préparation au monde du travail ou est-ce qu'elle se situe plutôt côté besoin des entreprises? Je pense qu'il y a un peu des deux, dans le sens où moi, quand je sortais d'école, si je remonte à plus de 10 ans en arrière… il faut être rapide, Aria. Hein. Je vais être très rapide. Tout ton parcours à l'école. Hein. Non. Je sais qu'à l'époque, en fait, on avait du coaching sur des CV, des lettres de motivation et comment bien se présenter en entretien. Je crois que c'est toujours le cas aujourd'hui. Mais maintenant, une fois qu'il y a ça, et il y a le moment où on se retrouve devant le recruteur qui est totalement différent, il y a le stress, il y a plein de choses qui rentrent en jeu et qu'on n'avait pas préparé. Je pense qu'il faut beaucoup de préparation. Maintenant, côté entreprise, je ne suis pas à l'intérieur pour savoir quels sont les besoins réels des entreprises, mais aujourd'hui, je n'ai pas Pendant un temps, on disait souvent que les entreprises, elles prenaient beaucoup d'alternants et que ça leur servait un peu de pré-recrutement. Est-ce que ça reste vrai, ça, Muriel? Ou Benjamin, l'alternance est toujours une manière d'identifier, tester et de pré-recruter? La bonne nouvelle, c'est que, en fait, au début de l'alternance, j'ai l'impression que les entreprises, elles faisaient rouler les alternants. Donc, on les enchaînait les uns après les autres. On ne gardait pas forcément l'alternant qu'on avait recruté. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ça a complètement changé.
C'est ce qu'on voit, nous, en tout cas, avec notre réseau. Et les entreprises ont de plus en plus tendance à garder leurs alternants. D'accord. Mais ça, est-ce que c'est pas dû au fait, Benjamin, que comme ces entreprises, elles ont aussi du mal à fidéliser, ben, du coup, elles démarrent très tôt, quoi, en prenant le jeune très tôt, en le formant. Est-ce que c'est pas une manière de le garder plus longtemps? Enfin, je sais pas. Comment c'est vécu cette alternance? C'est évidemment un objectif. Alors, il y a des entreprises qui vont miser aussi sur les aides aujourd'hui de l'État pour pouvoir recruter, mais bon, n'iront pas plus loin justement sur une transformation en CDI. C'est vrai que les jeunes ont parfois aussi un peu de mal. Ah, on t'entend plus, Benjamin. Ouais. Hop. Attendez, parce qu'on. Est-ce que tu as un acheteur qui a acheté ton casque? Est-ce que tu lui as donné un bon et du budget? Non, parce que bizarrement, en fait, ça passe de mon Mac à mon iPhone, donc c'est pour ça que ça. Navré. Non, je disais qu'effectivement, les deux catégories qui ont le plus de mal, en tout cas, à s'insérer aujourd'hui, ce sont encore une fois les juniors et les seniors. Juniors, parfois, qui ont des attentes salariales qui peuvent être aussi déconnectées par rapport à la réalité du marché. C'est ce qu'on retrouve aussi parfois, qui sont très attentifs, très exigeants, qui demandent aujourd'hui des salaires qui sont loin de ce que les grilles aujourd'hui permettent dans certaines entreprises de pouvoir consacrer. Et les entreprises aujourd'hui qui ont de véritables tensions sur la partie budgétaire sont en train de raboter aussi un peu les budgets. Donc on voit qu'il y a aussi un réalignement au niveau des rémunérations. Moi, la plupart des propositions qui sont formulées aux candidats qu'on présente à nos clients se trouvent en dessous de ce que gagnent aujourd'hui les candidats aujourd'hui en poste. D'accord. Et donc, est-ce qu'on peut parler on va revenir sur les salaires si on a le temps. Je vois qu'il est dit Walker. Ouais. Une question de Patrick, et il y en a beaucoup. Du coup, tu as parlé des juniors et des seniors. Mesdames, quelques mots sur les seniors. J'ai plein de questions, moi, de gens, voilà, j'ai 52 ans, machin, je veux retrouver. Alors, déjà, un senior, ça démarquant, mais du coup, et tu parlais des difficultés, Benoît, Benjamin, à la fois des juniors et des seniors. Qu'est-ce qu'on dit sur les seniors? Est-ce qu'en effet, on confirme que c'est compliqué, ou alors il y a des entreprises qui se disent aussi, ben moi, je vais recruter des seniors parce qu'ils ont peut-être des relations à l'argent, au poste, à la fidélité un peu différentes qu'un jeune diplômé? Ça dépend des entreprises, en fait. On ne peut pas généraliser. Ouais. Il y a des entreprises qui sont très… Enfin, moi, ce que je constate, c'est que la plupart de mes clients, ils sont ouverts par rapport à l'âge. Mais où c'est paradoxal, c'est des fois, j'ai l'impression que c'est l'âge qui coince par rapport à certains profils que je présente, parce que pour moi, tout va bien sur le CV, et même dans sa façon d'être, etc. J'ai tout évalué, et ça coince, et on ne sait pas pourquoi. Et là, avec le candidat, on se dit, à part l'âge, je ne vois pas ce que ça peut être. D'accord. Donc, il y a des entreprises qui bloquent là-dessus. Vous le constatez aussi, Aria, que l'âge, ça reste un critère important pour les entreprises? Je pensais que ça s'était un peu assoupli, mais quand j'écoute certaines personnes, je ne suis pas sûr que ça ne reste pas quelque chose d'important pour les entreprises, l'âge. Alors, pour moi, c'est un faux débat aujourd'hui. Déjà, si je reviens sur la terminologie, ce n'est pas du tout un terme que j'affectionne particulièrement, le terme senior. Je pense qu'on peut lui adosser… Je pense qu'on peut lui adosser à notre terme des profils experts, expérimentés, et assez… contrairement à ce que peut-être, pour prendre le contre-pied de ce que Muriel disait, j'ai eu, moi, très récemment, ça date d'il y a quelques jours, une demande d'un client qui me disait, je cherche plutôt un profil, c'était un profil manager de transition. Donc, du coup, manager de transition, c'est quelqu'un qui aura déjà rencontré des secousses dans sa carrière professionnelle, qui est capable d'avoir des réflexions ou… en tout cas une réactivité face à certaines situations qu'un junior n'aura pas. Et je pense que dans une équipe, c'est important d'avoir les deux, si on devait réconcilier un peu. Mais là peut-être, Aria, dans l'exemple que tu prends, le management de transition, pour moi, c'est pas tout à fait la même chose qu'un CDI. On sait qu'on a un management de transition, comme son nom l'indique, on a une date de début, une date de fin. On veut que ça aille vite, on veut que la personne soit très vite opérationnelle. Donc là, au contraire, j'ai le sentiment que le critère d'expérience ou de seniorité, il est très intéressant pour une entreprise. En fait, c'est souvent nourri, en fait, c'est souvent nourri d'idées reçues, en fait, qu'on peut avoir sur ces catégories-là. Globalement, on va considérer que ces gens-là sont trop chers. Alors qu'en revanche, en fait, ils ont souvent, en fait, à cet âge-là, moins de charges, parce que les enfants ont fait des études et maintenant sont indépendants, parce qu'ils ont peut-être aussi payé la maison. Donc, en fait, ces gens-là peuvent aussi consacrer aussi plus de concessions sur la partie salariale. Et aussi, ce sont des personnes qui peuvent apporter de la stabilité
réactivité, de la transmission et une lecture un peu stratégique des achats. Donc, ce sont vraiment des profils très intéressants pour l'entreprise et qui seront moins volatiles qu'une jeune génération qui, elle, sera plus en mode projet et sera beaucoup plus volatile. J'ai envie de réagir sur ce que tu dis, Benjamin. C'est très vrai tout ce que tu dis. Et on peut dire dans ce contexte-là que c'est bien pour les candidats de passer par des cabinets de recrutement comme les nôtres, parce que nous, on est là pour expliquer à nos clients tous ces avantages. En fait, on met en valeur les gens. Nous, c'est notre travail. On met en valeur les candidats. Et quand les entreprises coincent pour des choses comme ça, on peut les convaincre. Moi, j'ai des exemples en tête de personnes pour lesquelles ça coinçait et ont préféré quelqu'un de plus jeune. Et en fait, grâce à mon argumentation, ils ont pris finalement la personne plus âgée quand il y avait un choix. Donc, nous, on est là, recruteurs, pour casser cette espèce d'idée reçue qu'on a sur les personnes expérimentées, on va dire, comme Ariane dit. Voilà, parce que c'est quand même vraiment, vraiment, vraiment dommage qu'une personne au-delà de, on va dire 50 ans déjà, même 40 ans, on peut dire dans certains cas, on commence à avoir des idées reçues en disant qu'un jeune de 35 ans sera beaucoup plus péchu. Je vous rappelle que l'âge des retraites, qui est aujourd'hui à 64 ans, risque d'évoluer à la hausse dans les prochaines années. Ce n'est pas des considérations politiques, c'est juste une réalité économique. Donc à 40 ans, il vous en reste un bout avant de oui, tout arrêter. C'est vraiment dommage de ne pas mettre en avant l'expérience. Parce que l'expérience, par exemple, justement, on parlait du pilote d'avion, c'est l'expérience qui va faire qu'il est bon. Parce que j'imagine qu'un jeune pilote d'avion, il est très, très, très accompagné pour ne pas faire d'erreur. Donc, et voilà, donc il faut dans une équipe, comme disait Aria tout à l'heure, il faut tout type de personnes, tout type d'âge. Il faut que ce soit une espèce de puzzle où tout le monde a son rôle à jouer. Alors, ça fait partie un peu des mauvaises... Ouais, Benjamin, vas-y. Ça fait partie finalement des mauvaises pratiques qu'on n'a pas listées, mais le fait d'avoir des biais comme l'âge notamment en fait partie, c'est d'avoir en fait une lecture finalement en diagonale d'un CV. Moi, le nombre de fois où finalement je force un peu la main de mes clients pour qu'ils rencontrent des candidats qui finalement ont balayé d'un revers de main finalement en une lecture en diagonale en 4 secondes et qui finalement se révèlent être de véritables coups de cœur en entretien. En fait, notre job, il sert aussi à ça, dépasser un peu les idées reçues, créer des surprises. Et le nombre de fois où j'ai eu des recrutements qui ont été faits sur des candidats qui avaient été écartés sur CV. Pourquoi ? Parce qu'on a des gens qui en face de nous vont nous dire en fait, je ne l'ai pas senti. En fait, ça veut dire quoi, je ne l'ai pas senti ? En fait, il faut qu'on dépasse tout ça. Nous, notre métier, c'est justement dépasser ces idées reçues, et dépasser le fameux je ne l'ai pas senti, qui ne veut rien dire en soi. Super, ça c'est une bonne remarque. Au passage, d'ailleurs, c'est un vrai clin d'œil pour avoir eu, quand j'étais patron d'achat, à recruter seul ou en étant accompagné. Je vous encourage vraiment tous à réfléchir, de se faire accompagner quand on a besoin de recruter. Premièrement, parce qu'on ne recrute pas souvent. Deuxièmement, parce que c'est un savoir-faire, comme vous le voyez à travers les réactions là, de nos 3 intervenants. Et du coup, au final, c'est un vrai gain de temps et une vraie assurance qu'on travaille sur cette adéquation entre ce que vous avez besoin et les profils disponibles. Je redoutais ce qui va arriver dans les prochaines minutes, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas répondre à toutes les questions. On va passer moi, j'aimerais qu'on rentre pour qu'on conclue presque ce webinaire, sur un petit peu les quelques conseils avant voilà, qu'est-ce qu'on pourrait dire ? On va commencer par les conseils que vous pourriez donner aux patrons d'achat, voire aux quelques RH qui nous écoutent, quand eux, ils recrutent. Alors tu parlais, Benjamin, un petit peu des mauvaises pratiques pour éviter de tomber dans ces mauvaises pratiques. C'est quoi les quelques conseils qu'on pourrait donner à des directions achats qui recrutent dans les achats? Voilà, qu'est-ce qui est important de bien avoir en tête au moment où je vais recruter? Je veux renforcer mon équipe, remplacer quelqu'un qui s'en va, etc. Qu'est-ce qu'il faut avoir en tête? Allez, les conseils pour ceux qui recrutent. Muriel. Je crois que Benjamin, il a mis l'accent tout à l'heure dessus, ou Aria, je ne sais plus, en disant qu'il fallait… recruter, c'est un métier, en fait. Et donc, il faut avoir une équipe très solide, composée d'opérationnels et de RH, et de nous, les cabinets de recrutement, pour recruter. Donc, ça, c'est la base. Et il faut que même les RH soient au fait de ce que les achats sont. Et le problème vient parfois de là, c'est qu'elles ne peuvent ne pas être très
au courant de ce que sont les achats et avoir des idées, les fameuses idées préconçues qu'on peut avoir. Donc ça, c'est important d'avoir une bonne équipe, d'être accompagné le plus possible si on peut, donc par un cabinet de recrutement. Et il faut comprendre aussi ce qui motive les candidats. Il faut se rendre attractif. Il faut être conscient qu'on est en concurrence. Les bons candidats, ils ont d'autres entreprises qui les chassent. Donc, nous, il faut tous ensemble, candidats et chasseurs de tête, il faut qu'ensemble, je voulais dire, pardon, les chasseurs de tête et l'entreprise, il faut qu'ensemble, on attire le candidat pour pas qu'il aille ailleurs, en fait. Donc, c'est vraiment un travail d'équipe et il faut se donner tous les moyens pour le convaincre que c'est une bonne évolution dans sa carrière et qu'il peut se projeter à long terme, qu'on va tout faire pour le garder, que le salaire va être correct dès le départ, qu'il y a des bonus, qu'il y a du télétravail. Enfin, voilà, il faut être attractif dès le départ. Et ça peut passer par juste offrir un café quand on l'accueille. Ok. Aria, conseil pour les entreprises qui recrutent? Alors, j'ai noté trois idées forces, mais je pense que c'est des sujets qui mériteraient d'être encore développés dans un prochain webinaire, n'est-ce pas, Fabrice? Merci. Donc, merci. Je dirais, premièrement, il faut clarifier les attentes. Donc, j'avais noté avoir une fiche de poste qui soit claire et je rebondis sur ce que disait tout à l'heure Benjamin des biais cognitifs, en fait, le fait de ne pas masculiniser aussi les adjectifs qualificatifs dans les offres, etc. Voilà. La formation, former. Parce que former, c'est retenir, c'est valoriser et c'est à ce titre extrêmement important. C'est la meilleure arme finalement aujourd'hui pour les entreprises pour retenir leurs candidats et pour rebondir aussi sur ce que tu disais, Muriel, tout à l'heure. Je dirais que le fait de former aussi, ça permet que les ressources, les talents ne partent pas. Et moi, je discute avec des managers achats qui me disent aujourd'hui, je ne m'embête pas pour chercher mes candidats, je vais voir le concurrent. Donc, c'est une réalité aujourd'hui. Et troisièmement, je dirais regarder aussi en interne. Parce qu'aux achats, on a tendance à dire que le meilleur achat, c'est celui qu'on ne fait pas. Et pourquoi ça ne serait pas le cas aussi dans le recrutement ? C'est-à-dire le meilleur recrutement, c'est peut-être celui qui sera fait en interne. Vous avez des équipes techniques qui veulent évoluer en interne. C'était le cas pour des entreprises pour lesquelles j'ai travaillé par le passé. Un technicien, un client interne qui devient acheteur demain, ça passe par de la formation. Pensez plus à l'interne. Pertinent. Donc, super. Clarifier, former et regarder en interne. Merci, Aria, pour ces 3 points. Benjamin, pour compléter le tour de table, avant que vous me parliez des acheteurs, c'est quoi les bonnes pratiques pour bien recruter? Et évidemment, je vais prêcher pour ma paroisse en vous disant qu'effectivement, considérer d'abord en fait le passage par les cabinets non pas comme une charge, mais comme un investissement. Quand on voit effectivement le coût d'un recrutement raté, la question ne se pose même pas. On va revenir sur les soft skills, évidemment, donc valoriser davantage les soft skills et bien l'intégrer effectivement dans sa scorecard, en fait, dans ses priorités de recrutement. D'aligner également le recrutement avec je trouve aussi avec la stratégie long terme. En fait, non pas recruter seulement en fait pour le poste actuel, mais aussi pour les besoins futurs de l'entreprise. Et donc d'être davantage dans l'anticipation par rapport à cela. Investir dans la marque employeur, on ne cesse de le répéter, mais souvent en fait, les valeurs, l'ADN social de l'entreprise, sa culture en fait est cloisonnée au sein même de l'entreprise. Il faut en fait davantage communiquer justement sur cela, qui est un élément en fait d'attractivité. On fait beaucoup de vidéos d'entreprise et qui marchent très fort justement sur le taux de conversion des candidats. Fidéliser, comme l'a dit Aria aussi, les collaborateurs, hein, offrir en fait des vrais plans de développement clairs en interne sur les opportunités d'évolution des collaborateurs, donc qui permet de réduire le turnover. Évidemment, préparer aussi l'intégration dès le recrutement. L'onboarding est souvent sacrifié. On met toute son énergie en fait sur le recrutement et parfois on foire un peu son onboarding parce qu'il n'a pas été suffisamment préparé, ce qui crée des éléments de déception en fait à l'intégration des collaborateurs. L'onboarding se prépare le jour de la décision d'embauche du candidat.
Donc ça, c'est important en tout cas de l'anticiper. Et puis surtout, le dernier point qui est crucial pour moi, ce que je vois aujourd'hui quotidiennement, c'est dans un marché hyper compétitif comme celui qu'on traverse, les entreprises doivent absolument réduire leur temps de recrutement. On est sur des process aujourd'hui hallucinants, de parfois 6 semaines entre 2 entretiens. Et ça, les candidats finalement sont dans une dynamique qui est très opposée en fait à celle des entreprises, sont capables de se décider en 48 heures. Donc il faut aller beaucoup plus vite. Si Ça, on veut. pour le vivre et l'avoir vécu tant au niveau perso avec tous ceux que je rencontre, c'est dingue. Ces boîtes qui disent, nous, on va faire, il va y avoir 5 personnes impliquées qui vont chacun avoir 2. Mais le candidat, lui, il est là où il est dans des calendriers complètement différents et les candidats, ils vont beaucoup plus vite. Et c'est terrible, hein. Franchement, et le nombre de candidats qui sont perdus en cours de route parce que du coup, ça fait 3 semaines, j'attends le deuxième entretien, du troisième entretien, etc. Je suis complètement d'accord. Après, j'entends l'idée que, voilà. Là aussi, les cabinets de recrutement, ils sont là pour ça. Et oui, bien sûr, c'est ça votre but. Alors, du coup, on n'est pas loin de… Alors, ce qui va se passer, je vais vous dire après ce qu'on va faire de toutes les questions, parce qu'il y en a beaucoup et des très intéressantes, mais qui ne peuvent pas être répondues en 30 secondes. Je vais vous expliquer ce que je vais proposer à Muriel, Aria et Benjamin juste après. Dernière question que je vous pose, avant-dernière question que je vous pose à tous les trois. Un seul conseil pour tous ceux qui nous écoutent, qui sont des acheteurs, des patrons d'achat et qui, eux, sont peut-être dans une situation de vouloir chercher un job. C'est quoi le conseil que vous donneriez à un candidat? Voilà, après, vous pourriez lui raconter plein de choses, c'est votre métier. Mais vraiment, s'il y avait un point à retenir dans tous ceux-là qui sont en train de se poser des questions, qui sont peut-être déjà dans des processus, qui sont devant leur CV, qui regardent les annonces, qui veulent peut-être vous contacter après le webinaire, c'est quoi le conseil que vous leur donneriez? Allez, Aria, on commence. Spontanément, j'ai envie de dire garder l'enthousiasme. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de frustration sur le fait de ne pas avoir de retour, ce qui arrive souvent. Mais je pense que c'est important de garder son enthousiasme, en fait, et de démultiplier les candidatures. La bonne banane et l'enthousiasme. Les bonnes vibes. Ça se transmet, la bonne énergie. Benjamin, voilà. Le conseil pour les acheteurs qui nous écoutent là. D'abord, en fait, c'est de ne pas vouloir spammer en fait sa candidature à toute la place. C'est facile aujourd'hui en un clic de l'envoyer en fait à 200 recruteurs. Je pense qu'il faut recentrer effectivement sa recherche sur les entreprises qui réellement présentent un intérêt pour nous. Personnaliser un maximum, en tout cas, son acte de candidature, ne pas hésiter même à aller contacter les recruteurs en direct via LinkedIn, c'est un facilitateur de contact aujourd'hui qui est incroyable, et de personnaliser aussi en fait sa démarche. Aujourd'hui, on ne lit plus l'aide de motivation. En revanche, on peut expliquer très brièvement en fait quelle est la valeur ajoutée qu'on peut apporter. On peut même être aidé de l'intelligence artificielle qui le fait aussi très bien, c'est-à-dire qu'on peut très bien adapter donc un discours grâce à ChatGPT en fonction de la fiche de poste. Donc tous les outils nous permettent de montrer quelles sont les valeurs qu'on peut apporter à un acte de candidature. Et puis surtout, c'est préparer ces entretiens. On voit trop de candidats parfois qui manquent de préparation dans l'entretien, arrivant un peu les mains dans les poches. Je pense qu'il faut quand même aussi prendre du temps pour bien s'intéresser à l'entreprise, bien connaître ses enjeux, sa stratégie, d'avoir la manière dont on s'inscrit dans le projet de l'entreprise. Ok. Muriel, le bon conseil. Avec tout ce qui a été dit, je ne pourrais pas être plus d'accord, c'est exactement ce que j'allais dire. Juste un point sur les motivations, ce qui rebondit sur ce que vient de dire Benjamin. Je pense que ça ne sert à rien d'aller tous azimuts, ça c'est sûr. Il faut aller vers des entreprises qui vous correspondent parce que si vous voulez faire mouche, il faut que vous sachiez quelle est l'entreprise qui est en face de vous et que ce n'est qu'en montrant votre désir de les rejoindre que vous allez les convaincre. Allez, montrez votre désir. Faut pas que ça soit sorti de son contexte, mais j'aime bien l'idée, Muriel, je le note. Allez, alors, ce qu'on va faire, parce que là, du coup, il est 12h04 et j'aime pas trop les webinaires à rallonge, on va faire deux choses. Premièrement, et du coup, je vous prends tous à témoin, je vais demander à Muriel, Aria et Benjamin de me redonner 1 heure de leur temps dans les 2-3 semaines qui viennent. On va se retrouver un petit moment, on va se prendre juste tous les 4 les questions et on va discuter tous les 4 pour essayer de vous apporter des réponses et je ferai une petite vidéo de synthèse. Donc, l'engagement que je prends devant tous, c'est que toutes vos questions, elles ne sont pas perdues. Je les prends rapidement. Mohamed, Franck, Frédéric, Lamia, Manuela, j'ai vu également tout à l'heure
Patrick, Aude, qui a posé une question il y a très longtemps. On va les traiter, mais du coup, on va les traiter tous les 4. Comme ça, je vais leur envoyer avant et on fera une petite vidéo de synthèse et je vous la diffuserai. Ça, c'est pour dire merci. Deuxièmement, et avant de terminer, maintenant, je vais demander à Muriel, Aria et Benjamin de nous partager, est-ce qu'ils ont une lecture, un document, un livre, un film, une vidéo, un podcast qu'ils aimeraient nous partager sur le thème qui nous intéresse ou pas d'ailleurs, ça peut nous ouvrir sur d'autres terrains, mais voilà, est-ce que vous avez l'idée, on est là tous ensemble à partager un livre, un film que vous avez vu, quelque chose dont vous avez envie de parler. Alors si on est sur le sujet, c'est top, ça peut être un peu plus large, mais carte blanche. Allez, si j'avais un expert, il a son idée. Évidemment, si j'avais un expert à vous recommander, Fabrice Menlo. Oh là là, mais ça, c'était pas préparé. C'était pas préparé. Pour toutes celles et ceux qui ne le suivent pas encore, je vous recommande en tout cas de suivre Fabrice. Quelqu'un de plus. Mis à part, moi j'écoute énormément de podcasts pour ceux qui ne l'écoutent pas. Il y a beaucoup sur le recrutement, sur les techniques de recrutement, l'école du recrutement. Donc c'est le podcast de LEDR justement, vous permet d'acquérir en tout cas des compétences toutes simples. Le recrutement évolue aussi beaucoup. Votre métier des achats évolue aussi autant que le nôtre. Et donc, c'est important de se tenir à jour justement des nouvelles méthodes, des nouveaux outils qui permettent justement de toujours mieux recruter. Ok, l'école du recrutement, podcast, super. Alors, merci Benjamin, bonne idée. Vous pouvez plonger là-dessus. Et du coup, c'est une idée. Aria. Moi, je vais parler d'une étude. Comment ? Je vais parler d'une étude, je vais rester très studieuse. Je vais parler d'une étude que nous avons réalisée et qui va imminemment sortir sur les formations achats dans la zone francophone. Donc, voilà, si vous souhaitez vous tenir informé, n'hésitez pas à prendre contact avec moi sur LinkedIn ou voilà, par email. Bon, super, une étude large. Donc, du coup, ça va être intéressant. Il y a une question, quel est le meilleur master, etc. Je vous le dis, arrêtez de vous poser des questions. Le meilleur master, c'est celui du MAI à Bordeaux, c'est tout. Voilà. Allez, Muriel. Il est en France. Conseil, une lecture, un livre. Moi, je n'avais pas du tout préparé, mais j'ai réfléchi tout le temps. Et moi, il y a une personne que je suis sur Instagram. Je viens juste de regarder parce que j'avais un petit peu oublié son nom. Mais c'est Astrid de Ballon. Et je la trouve géniale parce qu'elle parle de tout. Elle est coach auprès d'entreprises. Ouais. Et elle fait des vidéos super. Elle est un peu comme toi, Fabrice. Elle a l'art de faire des vidéos. Et elle parle du métier d'entrepreneur, mais elle parle aussi des relations hommes-femmes. Enfin, et voilà, moi, j'ai beaucoup plaisir à la regarder. Bon, c'est super. Vous êtes formidable. En plus, oui, celle-ci, on ne l'avait pas tout à fait préparée. L'art de faire des vidéos sous-titrées. Sous-titrées. Bon, en tous les cas, alors un grand merci. Désolé un petit peu pour la petite frustration de certains, mais promis, on va faire un petit match retour. On va trouver une petite date avec mes invités. Donc, avant d'oublier, un grand merci à vous trois d'avoir pris un peu de votre temps. Une fois encore, ceux qui les écoutaient, vous savez retrouver Muriel, Aria et Benjamin sur LinkedIn. Si vous avez des questions, des projets, etc., voilà, n'hésitez pas à les contacter. On diffusera le replay. Je termine juste en vous donnant quelques infos sur du coup, notre actualité ou un peu la mienne. J'ai dit notre pendant 20 ans. Maintenant, je suis un peu tout seul, mais du coup, je continue à dire notre. Avec Muriel notamment, et je la remercie, on a lancé une grande étude de salaire qui a cartonné. Vous êtes près de 1000 acheteurs à avoir répondu à cette étude qui se termine dans 2 jours. On va analyser ces résultats. On a des infos de dingue à vous partager. Et là, c'est une vraie cartographie sur les salaires réels dans le métier achat. Donc, pour ceux qui ont participé, merci aussi à ceux qui nous écoutaient. Donc, le benchmark achat salaire se termine dans 2 jours. Il y a encore temps. Si vous voulez aller y répondre, vous allez sur le site Apprendre les achats dans l'onglet Agenda et vous trouverez le lien pour répondre à l'étude de salaire. Il faudra nous laisser quelques semaines pour qu'on vous revienne avec les résultats. Deuxièmement, j'organise un webinaire le jeudi 12 juin, avec un grand expert de la négociation qui sera avec moi, Giancarlo Greco, et qui va nous parler d'influence
d'achat, de négociation. Donc, ça reprend aussi cette assertivité dont nous parlait Muriel. C'est le 12 juin. Le webinaire est ouvert, vous pouvez y aller. Et puis enfin, pour ceux qui sont basés en région parisienne ou qui veulent y venir, le vendredi 13 juin, avec mes partenaires préférés, on va organiser une matinale en présentiel à Paris, où on parlera d'achat là aussi. Tout ça, c'est les événements qui sont sur le site Apprendre les achats, vous trouverez le lien. Voilà, le replay dans quelques temps. Vous pouvez me contacter également sur LinkedIn. Je remercie donc Muriel, Aria, Benjamin, un grand merci de m'avoir fait confiance pour être avec moi. Juste avant de quitter, Fabrice, est-ce que tu aurais le résultat du sondage? Juste par curiosité. Pardon. Oui, 91%. Oui, merci. C'est curiosité, simplement. 91% des personnes qui nous ont écoutés ce matin et qui ont bien voulu répondre au sondage, parce qu'il y en a moins que de participants, ont dit qu'en effet, ils n'ont pas été formés au recrutement. Donc, petit clin d'œil à vous trois. Peut-être que ça peut nous donner une petite idée de travailler sur le sujet. Peut-être, je ne sais pas, d'une formation au recrutement. Enfin bref, on va réfléchir. Donc, en effet, je confirme, et tu as raison, il n'y en a que 9% qui déclarent avoir été formés au recrutement. Donc, il y a du job sur le sujet. Ouais. Allez, écoutez, on a dépassé de quelques minutes. C'était le temps additionnel. Dans l'univers sportif, des fois, il y a un petit peu de temps additionnel. Et puis, je vous souhaite à tous un bon déjeuner bientôt, une bonne journée. Et puis, comme je le dis souvent, vous pouvez maintenant reprendre une activité normale. Petit clin d'œil au Canal+ de l'époque. C'était il y a longtemps. Allez, merci Aria. Merci infiniment. Ciao Muriel. Merci à tous. Bon plaisir. Salut Benjamin. Et au revoir à tous. Un grand merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.